Sais-tu quelle est la différence entre les personnes qui avancent dans la vie et celles qui restent bloquées au même endroit année après année? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce ne sont même pas les circonstances. La différence réside dans quelque chose que tu as juste là, en ce moment précis, et que tu gaspilles probablement sans t'en rendre compte. Ton esprit. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelque chose que j'ai vu transformer la vie de milliers de personnes dans mon cabinet. Quelque chose qui a changé ma propre façon de vivre. Je vais te montrer comment t'obliger à contrôler ton esprit chaque jour peut te sortir de la stagnation et t'amener exactement là où tu veux être. Et à la fin de cette vidéo, je te révélerai l'exercice de 90 secondes qui changera ton cerveau à jamais. Alors, reste jusqu'à la fin, car ce que je vais te raconter pourrait être le tournant dont tu as tant besoin. Laisse-moi commencer par te dire quelque chose que j'entends pratiquement tous les jours en consultation. Quelqu'un arrive et me dit « Boris, je sens que ma vie n'avance pas. Je vois d'autres personnes progresser, atteindre leurs objectifs, être heureuses, et moi je suis toujours là, au même endroit. J'ai tout essayé, mais rien ne fonctionne. Et quand je commence à creuser, à poser des questions, je découvre toujours la même chose. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé de changer, ce n'est pas qu'ils n'ont pas les capacités. Le problème est que leur esprit travaille contre eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils ne s'en sont même pas rendus compte. Ton esprit génère entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Pense-y, 60 000 pensées. Et le plus choquant, c'est que 80% de ces pensées sont négatives ou répétitives. Ce sont les mêmes pensées que tu avais hier, avant-hier et le mois dernier. Ce sont des pensées automatiques qui sont devenues ta façon de voir le monde. Et cette façon de voir le monde est devenue ta réalité. Quand je dis que tu es bloqué, je ne parle pas seulement de ta situation extérieure, je veux dire que ton cerveau est littéralement piégé dans les mêmes circuits neuronaux, répétant les mêmes schémas de pensée qui te mènent aux mêmes émotions, qui te mènent aux mêmes actions, qui te mènent aux mêmes résultats. C'est un cercle vicieux dont il semble impossible de sortir. Mais je te promets qu'il y a une issue, et cette issue commence par quelque chose de très concret. T'obliger à contrôler ton esprit chaque jour. Or, quand je parle de contrôler ton esprit, je ne parle pas de réprimer tes pensées ou de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et puissant. Je parle de prendre les rênes de ton activité mentale, de décider consciemment sur quoi tu vas concentrer ton attention, quelles pensées tu vas nourrir et lesquelles tu vas laisser passer. Car voici la clé. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celle qui observe ces pensées. Et quand tu comprends cela, quand tu l'intègres vraiment dans ta vie, tout change. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe dans ton cerveau quand tu as l'impression de ne pas avancer. Ton cerveau possède une structure appelée l'amygdale, qui est comme ton système d'alarme interne. Son travail est de te garder en sécurité, de détecter les dangers, de te protéger. Le problème est que l'amygdale ne fait pas la distinction entre un danger réel, comme un lion qui vient t'attaquer, et un danger perçu comme la peur de l'échec. Pour ton amygdale, tout est pareil. Et quand elle est constamment activée par tes pensées négatives, tes inquiétudes, ton anxiété, elle détourne littéralement ton cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la prise de décision, de la planification et de la pensée rationnelle. Cela signifie que lorsque tu es dans un état de stress chronique, quand ton esprit est constamment inquiet, ruminant les mêmes problèmes encore et encore, ta capacité à avancer est compromise au niveau biologique. Ce n'est pas que tu es faible, ce n'est pas que tu n'as pas de volonté, c'est que ton cerveau fonctionne en mode survie au lieu du mode croissance. Et en mode survie, le cerveau cherche le connu, le sûr, le familier, même si le familier est inconfortable ou douloureux. C'est pour ça que tu restes dans ce travail que tu n'aimes pas, que tu restes dans cette relation qui ne te nourrit pas, que tu n'oses pas faire ce pas que tu sais devoir faire. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est quelque chose que les neurosciences nous ont démontré de manière contondante ces dernières années. Ton cerveau a de la plasticité.
Cela signifie qu'il peut changer, qu'il peut créer de nouvelles connexions neuronales, qu'il peut apprendre de nouveaux schémas. Peu importe depuis combien de temps tu es bloqué, peu importe combien d'années tu as vécu avec les mêmes pensées négatives, ton cerveau peut changer. Mais pour qu'il change, tu dois faire quelque chose de différent. Tu dois intervenir consciemment dans ton activité mentale chaque jour. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils pensent que contrôler l'esprit est quelque chose qui arrive naturellement, qu'un jour ils vont se réveiller et leurs pensées seront différentes. Mais ça ne marche pas comme ça. Contrôler ton esprit est une compétence qui s'entraîne tout comme on entraîne un muscle à la salle de sport. Au début, c'est difficile, ça demande des efforts et de la discipline, mais avec la pratique, ça devient plus facile. Si ce que je partage avec toi résonne, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, je te demande de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Ce n'est pas seulement pour l'algorithme, bien que oui, ça aide. C'est parce que lorsque tu t'engages dans ta croissance, quand tu dis « oui, je veux en savoir plus à ce sujet, je veux changer ma vie », tu envoies un signal puissant à ton cerveau. Tu lui dis que tu es prête pour le changement, que tu es prête à faire le travail. Et cet engagement, aussi petit qu'il puisse paraître, est la première étape pour t'obliger à contrôler ton esprit chaque jour. Maintenant que tu comprends ce qui se passe dans ton cerveau, je veux te parler des 4 principaux voleurs qui te dérobent la capacité de contrôler ton esprit. Le premier voleur est la technologie. Ton téléphone portable, les réseaux sociaux, les notifications constantes. Chaque fois que tu vérifies ton téléphone, tu cèdes le contrôle de ton attention. Ton esprit saute d'une chose à l'autre, ne se pose jamais, n'approfondit jamais. Et ce changement constant de focus entraîne ton cerveau à la distraction, pas à la concentration. Des études récentes montrent que le simple fait d'avoir ton téléphone à proximité, même si tu ne l'utilises pas, réduit ta capacité cognitive. C'est comme avoir un voleur chez soi qui ne prend pas tes affaires d'un coup, mais qui les sort petit à petit sans que tu t'en rendes compte. Le deuxième voleur, ce sont les inquiétudes constantes, ce dialogue intérieur qui ne s'arrête pas. Cette voix qui te dit que tu n'es pas assez bien, que les choses vont mal tourner, que tu aurais dû faire ceci ou cela différemment. Ce type de pensée ruminante ne te vole pas seulement ta paix mentale, mais consomme une énorme quantité d'énergie. Ton cerveau utilise environ 20% de l'énergie de ton corps et quand tu t'inquiètes constamment, tu dépenses cette énergie précieuse dans quelque chose qui ne te sert pas, qui ne te fait pas avancer. Le troisième voleur est le multitâche. Nous vivons dans une culture qui glorifie le fait de faire 1000 choses à la fois, mais la réalité est que ton cerveau ne peut pas faire plusieurs choses efficacement en même temps. Ce que tu fais réellement quand tu crois faire du multitâche, c'est passer rapidement d'une tâche à l'autre, et chaque changement a un coût. Cela s'appelle le coût de changement de contexte, et cela peut réduire ta productivité jusqu'à 40%. Plus important encore, cela t'empêche d'être présente dans ce que tu fais. Cela t'empêche d'expérimenter cet état de flow où tu avances vraiment, où tu crées vraiment, où tu vis vraiment. Le quatrième voleur, et c'est peut-être le plus subtil mais le plus dangereux, est le manque de but clair. Quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu n'as pas de clarté sur ce que tu veux vraiment dans ta vie, ton esprit divague. Et un esprit qui divague est un esprit que tu ne peux pas contrôler. C'est comme essayer de conduire une voiture sans destination. Tu peux bouger, tu peux dépenser de l'essence, mais tu n'arrives nulle part. La clarté du but est comme un phare qui guide ton attention, qui t'aide à décider quelle pensée mérite ton énergie. Passons maintenant à la pratique. Parlons de la façon dont tu peux vraiment t'obliger à contrôler ton esprit chaque jour. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. T'obliger ne signifie pas être dur avec toi-même. Cela ne signifie pas te punir ou te forcer violemment. T'obliger signifie t'engager, établir des structures et des routines qui te soutiennent, créer un environnement qui facilite le comportement que tu veux cultiver. La première étape est ce que j'appelle l'ancrage matinal. Les 30 premières minutes après le réveil sont cruciales. À ce moment-là,
ton cerveau est dans un état d'onde cérébrale qui le rend particulièrement réceptif. Si la première chose que tu fais est de prendre ton téléphone, de regarder les nouvelles, d'aller sur les réseaux sociaux, tu cèdes immédiatement le contrôle de ton esprit. Tu laisses des forces extérieures dicter ton état émotionnel. Au lieu de cela, tu dois créer un rituel matinal qui t'ancre en toi-même, qui te connecte à ton but, qui prépare ton esprit pour la journée. Cela peut inclure quelques minutes de respiration consciente, écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante, visualiser comment tu veux que soit ta journée, faire un peu d'exercice physique, lire quelque chose d'inspirant. Pas besoin que ce soit compliqué ou long, ça peut durer 15 ou 20 minutes. Mais ces minutes sont sacrées, c'est ton moment pour établir la direction de ton esprit. La deuxième étape est ce que j'appelle les pauses de conscience. Tout au long de la journée, surtout quand les choses deviennent stressantes ou chaotiques, tu as besoin de pauses intentionnelles où tu reviens à toi-même, où tu observes ton état mental, où tu te demandes « Sur quoi suis-je concentré en ce moment ? Est-ce que cette pensée me sert ? Cette émotion m'aide-t-elle à avancer ou me maintient-elle bloqué ? » Une technique puissante consiste à mettre des alarmes sur ton téléphone toutes les 2 ou 3 heures avec une phrase simple comme « Respire et observe » ou « Où est ton esprit ?» Ces pauses de 30 secondes à 1 minute peuvent sembler insignifiantes, mais ce sont comme des mini-entraînements pour ton cerveau, de petits moments où tu reprends le contrôle. La troisième étape est la pratique de la pleine conscience ou mindfulness. Je sais que tu as entendu ça 1000 fois, mais laisse-moi te dire pourquoi c'est si important d'un point de vue neurologique. Quand tu pratiques la pleine conscience, quand tu t'assois en silence et observes tes pensées sans les juger, sans t'y accrocher, tu changes littéralement la structure de ton cerveau. Tu renforces le cortex préfrontal et réduis la réactivité de l'amygdale. Tu entraînes ton cerveau à pouvoir observer une pensée sans la croire automatiquement, sans y réagir. C'est ça la liberté, c'est ça le vrai contrôle de ton esprit. Tu n'as pas besoin de méditer 1 heure par jour. Commence par 5 minutes, assieds-toi, ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Quand une pensée viendra, et il en viendra des milliers, observe simplement qu'elle est là et reviens doucement à ta respiration. Au début, ton esprit va résister, il va vouloir sauter d'une pensée à l'autre, il va te dire que c'est une perte de temps. C'est normal, c'est ton esprit qui fait ce qu'il a fait pendant des années. Mais avec la pratique, avec la répétition quotidienne, tu vas remarquer des changements profonds. La 4e étape est ce que j'appelle l'hygiène mentale nocturne. Tout comme tu as une routine pour te préparer à dormir physiquement, tu as besoin d'une routine pour préparer ton esprit. Les pensées avec lesquelles tu t'endors sont celles que ton cerveau va traiter pendant la nuit. Si tu t'endors en t'inquiétant, en ruminant des problèmes, ton cerveau va rester en état d'alerte toute la nuit. En revanche, si tu crées un rituel où tu passes en revue ta journée sans te juger, où tu reconnais ce que tu as bien fait, où tu écris 1 ou 2 choses positives qui se sont produites, où tu lâches consciemment les soucis de la journée, tu dormiras mieux et tu te réveilleras avec un esprit plus clair et concentré. Voici l'une des plus grandes erreurs que je vois. Les gens veulent changer leur vie du jour au lendemain. Ils veulent faire une retraite de méditation de 10 jours, lire 20 livres de développement personnel en 1 mois, faire une transformation radicale. Et ce n'est pas mal d'avoir des moments intenses de croissance. Mais la vérité est que le vrai changement, le changement qui dure, vient de la régularité, pas de l'intensité. Il vaut mieux faire 5 minutes de contrôle mental chaque jour pendant 1 an que faire une retraite intensive d'1 semaine. Pourquoi? Parce que le cerveau change avec la répétition. Chaque fois que tu répètes un comportement, tu renforces une connexion neuronale. Avec le temps, cette connexion devient plus forte, plus automatique, plus naturelle. C'est comme créer un chemin dans la forêt. La première fois que tu le traverses, tu dois te frayer un chemin à travers les broussailles. C'est difficile, ça demande des efforts, mais si tu le traverses tous les jours, finalement, un chemin clair se forme. Et marcher dessus devient facile. Cela signifie que tu dois être bienveillante, mais ferme avec toi-même.
Les jours où tu n'as pas envie de faire ta pratique matinale, ce sont précisément les jours les plus importants pour la faire. Non pas parce que tu dois te punir, mais parce que tu entraînes ton cerveau à comprendre que cet engagement n'est pas négociable. Tu dis à ton esprit, c'est moi qui commande. Et laisse-moi te dire autre chose. Il y aura des mauvais jours, des jours où ton esprit gagnera, des jours où tu te laisseras emporter par l'anxiété, par les pensées négatives, par les distractions. Ne te punis pas pour ça, ne te juge pas. Observe simplement ce qui s'est passé, apprends de cela et le lendemain reprends ta pratique. L'objectif n'est pas la perfection, l'objectif est la direction. Il ne s'agit pas de contrôler ton esprit parfaitement à chaque instant. Il s'agit de s'améliorer petit à petit, de récupérer de plus en plus le contrôle sur ta vie intérieure. L'un des travaux les plus importants que nous puissions faire pour contrôler notre esprit est d'identifier et de transformer nos pensées limitantes. Ce sont ces pensées profondes, souvent inconscientes, qui dirigent notre vie sans que nous nous en rendions compte. Des pensées comme « je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas le succès, il m'arrive toujours la même chose, la vie est difficile, je ne peux pas changer ». Ces pensées se sont souvent formées dans l'enfance, dans des moments de vulnérabilité, dans des expériences que nous avons interprétées d'une certaine manière, et elles sont restées là, au fond de ton esprit, influençant toutes tes décisions, toutes tes actions. Le problème est que nous traitons ces pensées comme des vérités absolues. Nous les croyons sans les remettre en question. Mais voici la réalité. Une pensée n'est que ça, une pensée. Ce n'est pas la vérité. C'est une interprétation de la réalité basée sur ton histoire, tes expériences, tes croyances. Et tu peux changer cette interprétation. Pour ce faire, tu dois d'abord devenir consciente de ces pensées. Quand tu remarques que tu es bloqué, que tu n'avances pas, demande-toi, quelle pensée se cache derrière cette sensation? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Une fois que tu as identifié la pensée, écris-la. Sors-la de ta tête et mets-la sur papier. C'est puissant en soi, car quand une pensée tourne en rond dans ta tête, elle a du pouvoir sur toi. Mais quand tu l'écris, tu l'observes de l'extérieur, tu l'objectives. Ensuite, pose-toi ces questions. Cette pensée est-elle absolument vraie? Y a-t-il des preuves qui la contredisent? Quelle pensée alternative pourrais-je avoir? Comment je me sentirais si je n'avais pas cette pensée? Par exemple, si ta pensée est « je n'obtiendrai jamais le travail que je veux », remets-la en question. Est-ce absolument vrai? Jamais signifie jamais de toute ta vie. D'autres personnes ont été dans ta situation. Que devrais-tu faire pour augmenter tes chances? Une pensée alternative pourrait être « Jusqu'à présent, je n'ai pas obtenu le travail que je veux, mais j'apprends et je grandis, et chaque expérience me rapproche de mon objectif. » Ce processus de remise en question et de remplacement des pensées limitantes n'est pas quelque chose que tu fais une fois pour toutes. C'est un travail continu, quotidien. Mais chaque fois que tu le fais, tu affaiblis les connexions neuronales associées à cette pensée limitante et tu renforces de nouvelles connexions qui te soutiennent, qui t'autonomisent, qui t'aident à avancer. Nous ne pouvons pas parler de contrôler l'esprit sans parler des émotions, car tes pensées génèrent des émotions et tes émotions influencent tes pensées. C'est un cycle continu. Souvent, quand tu sens que ton esprit est hors de contrôle, ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a une émotion intense que tu n'as pas traitée, que tu essaies d'éviter ou de réprimer. Dans notre culture, on nous a appris, surtout aux femmes, à être toujours agréables, à ne pas exprimer d'émotions négatives, à aller bien tout le temps. Mais réprimer les émotions ne les fait pas disparaître. Les émotions réprimées restent dans ton corps, dans ton système nerveux, créant tension, anxiété, malaise. Et ton esprit ne peut pas être tranquille quand il y a un volcan émotionnel sur le point d'exploser à l'intérieur. Contrôler ton esprit ne signifie pas contrôler tes émotions au sens de les réprimer. Cela signifie apprendre à ressentir tes émotions consciemment sans te laisser entraîner par elles. Cela signifie créer un espace entre le stimulus et ta réponse. Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration nazi, a dit quelque chose de très profond.
Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Quand tu ressens une émotion intense, au lieu de réagir automatiquement, fais une pause. Respire profondément 3 fois. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Donne un nom à l'émotion. Est-ce de la tristesse, de la frustration, de la colère, de la peur, de l'anxiété? Nommer l'émotion active le cortex préfrontal et réduit l'intensité de l'amygdale. C'est un phénomène que les neuroscientifiques appellent « nommer pour apprivoiser ». Ensuite, demande-toi, où est-ce que je sens cette émotion dans mon corps? Y a-t-il une tension dans ma poitrine, mon estomac, ma gorge? Porte ton attention là-dessus, respire vers cette partie de ton corps. N'essaie pas de changer la sensation, observe-la simplement avec curiosité et bienveillance. Les émotions sont comme des vagues. Si tu leur résistes, elles t'emportent. Si tu les évites, elles grossissent. Mais si tu leur permets d'être là, si tu les ressens complètement, elles passent. Aucune émotion ne dure éternellement si tu lui permets de te traverser. Et voici quelque chose d'important. Parfois, l'émotion que tu as besoin de ressentir n'est pas celle qui est en surface. Parfois, la colère cache de la tristesse. Parfois, l'anxiété cache la peur de ne pas être à la hauteur. Parfois, la frustration cache de la déception envers toi-même. Tu dois être curieuse, tu dois explorer avec honnêteté ce qu'il y a vraiment dessous. Ton environnement a un impact énorme sur ta capacité à contrôler ton esprit. Nous sommes les produits de notre environnement, bien plus que nous aimons l'admettre. Si ton environnement est plein de distractions, de chaos, de personnes négatives, il sera extrêmement difficile de garder le contrôle de ton esprit. Peu importe tes efforts, tu dois concevoir ton environnement de manière intentionnelle pour qu'il te soutienne au lieu de te saboter. Commence par ton espace physique. Si ta maison est en désordre, pleine de choses dont tu n'as pas besoin, ton esprit reflètera ce désordre. Je ne dis pas que tu dois vivre dans un endroit minimaliste parfait, mais tu dois créer des espaces qui t'apportent la paix, qui t'aident à te concentrer. Désigne un espace, même un petit coin, pour ta pratique matinale, pour tes moments de réflexion. Que cet espace soit propre, rangé et inspirant. Ensuite, il y a ton environnement numérique. C'est crucial dans le monde actuel. Tu dois faire un nettoyage profond de ta vie numérique. Désactive les notifications non essentielles. Arrête de suivre les comptes sur les réseaux sociaux qui te font te sentir mal, qui génèrent de la comparaison, qui te distraient de tes objectifs. Suis plutôt des comptes qui t'inspirent, t'éduquent, te motivent. Organise ton téléphone de manière à ce que les applications de distraction ne soient pas sur l'écran principal. Envisage d'utiliser des applications qui limitent ton temps sur les réseaux sociaux ou bloquent certains sites pendant tes heures de travail. Et peut-être le plus important, ton environnement social. Les gens avec qui tu passes du temps influencent profondément ta façon de penser, tes croyances, tes possibilités. Si tu es entouré de personnes qui se plaignent constamment, qui voient le côté négatif de tout, qui ne croient pas à la croissance, il sera très difficile de maintenir un état d'esprit positif et concentré. Je ne dis pas d'abandonner tous tes amis ou ta famille, mais tu dois être sélective avec ton énergie. Cherche activement des personnes qui sont sur un chemin de croissance, qui t'inspirent, qui te mettent au défi d'être meilleur. Il y a quelque chose de fondamental que je dois te dire. Tu ne peux pas sortir de la stagnation par la seule pensée. Tu dois sortir de la stagnation par l'action. L'une des erreurs les plus courantes que je vois est que les gens passent tout leur temps à analyser, penser, planifier, mais n'agissent jamais. Et la réalité est que l'action change ton cerveau d'une manière que la pensée seule ne peut pas faire. Quand tu passes à l'action, surtout une action qui te fait peur, qui te sort de ta zone de confort, tu prouves à ton cerveau que tu peux faire des choses difficiles, que tu peux gérer l'incertitude, que tu es capable. Et chaque fois que tu fais cela, tu construis ce que les psychologues appellent l'auto-efficacité, qui est la croyance en ta propre capacité à obtenir des résultats.
Cette croyance est l'un des prédicteurs les plus forts du succès dans n'importe quel domaine de la vie. Mais voici l'astuce. Tu n'as pas besoin de faire des pas de géant. En fait, les petits pas constants sont plus efficaces que les grands sauts sporadiques. Si tu veux changer de carrière, tu n'as pas besoin de démissionner demain. Mais tu peux consacrer 30 minutes aujourd'hui à faire des recherches sur le domaine qui t'intéresse. Tu peux envoyer un message à quelqu'un qui travaille dans ce domaine pour demander conseil. Tu peux suivre un cours en ligne. De petites actions répétées jour après jour créent un élan qui finit par t'amener là où tu veux être. Et voici quelque chose de puissant. L'action ne suit pas seulement la motivation, l'action crée la motivation. Souvent, nous attendons de nous sentir motivés pour agir, mais ça marche à l'envers. Quand tu agis, même si tu n'en as pas envie, même si tu as peur, tu génères du momentum, tu génères des résultats. Et ces résultats génèrent de la motivation. C'est un cercle vertueux qui commence par la décision de faire le premier pas, peu importe comment tu te sens. Et quand tu passes à l'action et que les choses ne se passent pas comme prévu, parce que ça n'arrivera pas toujours comme tu l'espères, c'est aussi précieux. L'échec, l'erreur, la méprise sont des informations, des données que tu peux utiliser pour ajuster ton cap, pour apprendre, pour grandir. Mais tu n'obtiens ces informations que lorsque tu agis. L'inaction ne te donne aucune information. Elle te maintient juste là où tu es. Et maintenant, comme promis au début, je vais partager avec toi l'exercice de 90 secondes qui peut changer ton cerveau pour toujours. Cet exercice est basé sur les travaux de la neuroscientifique Jill Bolte Taylor, qui a découvert que la durée de vie chimique d'une émotion dans le corps est d'environ 90 secondes. Après ces 90 secondes, l'émotion devrait se dissiper naturellement, à moins que nous la maintenions en vie avec nos pensées. Voici l'exercice. La prochaine fois que tu ressentiras une émotion difficile, une vague d'anxiété, de tristesse, de colère, fais ce qui suit. Premièrement, reconnais l'émotion. Dis mentalement ou à voix haute « je ressens de l'anxiété » ou « je ressens de la frustration ». Juste ça, la nommer. Deuxièmement, prends une inspiration profonde et lente par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens l'air en comptant jusqu'à 4. Expire par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répète cela 3 fois. Cela active ton système nerveux parasympathique qui te calme. Troisièmement, et c'est crucial, pendant les 90 secondes suivantes, observe simplement l'émotion dans ton corps sans rien faire avec elle. Sans essayer de la changer, sans te juger de la ressentir, sans créer d'histoire autour d'elle. Sens juste où elle est dans ton corps, comment elle se manifeste, si c'est un poids sur la poitrine, une tension dans la mâchoire, un nœud dans l'estomac. Observe avec curiosité, comme un scientifique. Et voici la magie. Si tu t'autorises vraiment à ressentir l'émotion sans t'accrocher aux pensées qui l'entourent, sans créer de drame supplémentaire, après ces 90 secondes, l'intensité diminue naturellement. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle n'a plus ce pouvoir écrasant sur toi. Tu as brisé le cycle réactif. Tu as prouvé à ton cerveau que tu peux ressentir des émotions difficiles sans qu'elles te détruisent. Pratique cela chaque fois que tu peux, surtout avec des émotions petites ou moyennes au début. Avec le temps, avec la répétition, tu entraîneras ton cerveau à ne pas s'accrocher automatiquement à chaque pensée ou émotion qui apparaît. Tu créeras cet espace dont nous avons parlé, cet espace entre le stimulus et la réponse. Où vit ta liberté? Où vit ton pouvoir? Maintenant, je veux qu'on parle de quelque chose d'essentiel, ta vision de l'avenir. Car contrôler ton esprit ne consiste pas seulement à gérer les pensées négatives ou les émotions difficiles. Il s'agit aussi de diriger ton esprit vers là où tu veux aller, de créer une vision si claire et si puissante de ton avenir que ton cerveau n'aura d'autre choix que de commencer à travailler pour la réaliser. Ton cerveau possède ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. C'est comme un filtre qui décide quelles informations sont importantes et lesquelles ignorer. Il y a des millions de stimuli qui arrivent à tes sens à chaque instant, mais ton cerveau ne peut en traiter consciemment qu'une petite fraction.
Le système d'activation réticulaire décide ce qui passe et ce qui ne passe pas, en fonction de ce qu'il considère important. Et voici ce qui est fascinant. Tu peux programmer ton système d'activation réticulaire grâce à la clarté de ta vision. Quand tu as une idée très claire de ce que tu veux accomplir, de qui tu veux être, de la façon dont tu veux vivre, ton cerveau commence à remarquer des opportunités, des ressources, des connexions qui ont toujours été là, mais que tu ne voyais pas parce qu'elles n'étaient pas pertinentes pour toi. C'est comme quand tu décides d'acheter une voiture d'un certain modèle et d'une certaine couleur et que soudain, tu commences à la voir partout. Ces voitures ont toujours été là, mais maintenant ton cerveau les considère importantes. Pour créer une vision puissante, tu dois aller au-delà des objectifs vagues comme « je veux réussir » ou « je veux être heureuse ». Tu dois être spécifique. À quoi ressemble exactement ta vie idéale? Pas en termes superficiels mais profonds. Comment te sens-tu quand tu te réveilles le matin? Quel genre de travail fais-tu? De quel genre de personnes t'entoures-tu? Que fais-tu de ton temps libre? Comment prends-tu soin de ton corps? Comment contribues-tu au monde? Quel genre de personne es-tu dans cette vie? Écris cela avec le plus de détails possible. Et ensuite, voici la clé. Visualise-le régulièrement. Pas de manière superficielle, mais en t'immergeant vraiment dans l'expérience. Ferme les yeux et vis-le dans ton esprit comme si c'était déjà en train de se passer. Ressens les émotions que tu ressentirais, vois ce que tu verrais, entends ce que tu entendrais. Ton cerveau ne fait pas complètement la distinction entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Quand tu visualises ainsi, tu crées de nouvelles connexions. Mais attention, ce n'est pas de la pensée magique. Il ne suffit pas de visualiser et d'attendre que l'univers te le livre. La visualisation est un outil qui t'aide à garder la clarté, à rester motivé, à reconnaître les opportunités. Mais tu dois la combiner avec une action cohérente, avec le travail quotidien de contrôler ton esprit et de diriger ton énergie vers tes objectifs. Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez et qui maintient beaucoup de gens bloqués, l'addiction au drame. Ça paraît dur, mais c'est réel. Notre cerveau peut devenir accro à certains états émotionnels, même négatifs. Pourquoi? Parce que le connu, même s'il est douloureux, semble plus sûr que l'inconnu. Quand tu vis constamment dans le drame, le conflit, les problèmes, ton corps produit des hormones de stress. Et si cela dure longtemps, ton corps s'habitue à ces niveaux hormonaux. Cela devient ton état normal. Et quand les choses se calment, quand il n'y a pas de drame, ces substances chimiques manquent à ton corps. Et sans t'en rendre compte consciemment, tu commences à créer des situations qui te ramènent à cet état familier. Cela peut se manifester de plusieurs façons. Créer des conflits inutiles dans tes relations. Procrastiner jusqu'au dernier moment pour que tout soit une crise, te concentrer constamment sur les problèmes et les plaintes, chercher ou créer du drame dans des situations qui pourraient être simples. Et le plus triste, c'est que cela ne te maintient pas seulement dans un état de souffrance constant, mais consomme toute ton énergie mentale et émotionnelle, te laissant sans ressources pour avancer réellement dans ta vie. Si tu soupçonnes que cela peut t'arriver, tu dois faire quelque chose de radical. Tu dois t'autoriser à expérimenter le calme, même si cela semble inconfortable. Au début, tu dois remarquer quand ton esprit cherche le drame, quand il exagère les problèmes, quand il crée des conflits là où il n'y en a pas. Et quand tu le remarques, choisis consciemment le calme. Respire. Demande-toi, ai-je vraiment besoin d'en faire un problème ? Y a-t-il une façon plus simple et paisible de gérer cette situation? Au début, le calme peut sembler ennuyeux, on peut avoir l'impression que quelque chose ne va pas. Ton esprit peut te dire que tu dois faire quelque chose, que tu dois t'inquiéter, que tu dois créer du mouvement. Mais résiste à cette impulsion, permets à ton système nerveux de se recalibrer, permets à ton corps d'apprendre que la paix est sûre. Que le calme ne signifie pas que tu es médiocre ou que tu ne te soucies de rien. Cela signifie que tu utilises ton énergie intelligemment, que tu crées l'espace mental pour ce qui compte vraiment.
Tu ne peux pas contrôler ton esprit si tu permets constamment à d'autres personnes, situations et demandes extérieures de l'envahir. Les limites ne sont pas optionnelles si tu veux avancer dans ta vie, elles sont essentielles. Et pourtant, beaucoup de gens, surtout les femmes, ont énormément de mal à poser des limites car nous avons été socialisés pour être complaisantes, pour faire passer les besoins des autres avant les nôtres, pour être toujours disponibles et serviables. Mais voici la vérité. Quand tu n'as pas de limites, quand tu dis oui à tout et à tout le monde, tu n'es pas généreuse. Tu es autocomplaisante. Tu évites l'inconfort temporaire de décevoir quelqu'un au prix de ton bien-être à long terme. Tu laisses ton énergie se disperser dans 1000 directions et ensuite tu te demandes pourquoi tu n'avances pas dans ce qui compte vraiment pour toi. Des limites saines ne signifient pas que tu es égoïste ou que tu ne te soucies pas des autres. Elles signifient que tu reconnais que ton temps, ton énergie et ton attention sont des ressources finies et que tu dois les gérer consciemment pour pouvoir vivre en accord avec tes valeurs et tes priorités. Cela signifie que tu as de la clarté sur ce qui est de ta responsabilité et ce qui ne l'est pas. Commence par identifier où tu as besoin de limites. Y a-t-il des personnes dans ta vie qui drainent constamment ton énergie, qui te laissent t'épuiser, qui te cherchent seulement quand elles ont besoin de quelque chose, mais ne sont jamais là pour toi? Y a-t-il des engagements que tu as pris, mais qui ne te correspondent pas vraiment? Y a-t-il des façons dont tu laisses le travail envahir ta vie personnelle, ou les réseaux sociaux consommer du temps que tu pourrais utiliser pour ce qui compte vraiment? Une fois que tu as identifié où tu as besoin de limites, l'étape suivante est de les communiquer de façon claire et respectueuse. Tu n'as pas besoin de te justifier excessivement. Quelque chose d'aussi simple que « je ne vais pas pouvoir t'aider avec ça » ou « j'ai besoin de temps pour moi ce week-end » ou « je ne consulte pas les messages de travail après 20 heures » suffit. Et voici le plus important. Maintenir tes limites quand les gens les testent, car ils le feront. Surtout les personnes qui bénéficiaient de ton manque de limites vont résister au changement. Elles vont essayer de te faire sentir coupable, égoïste. Ton travail est de rester ferme, en te rappelant que prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Avec le temps, à mesure que tu maintiens tes limites de manière cohérente, quelque chose de beau se produit. Les gens apprennent à les respecter et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas les respecter s'éloignent naturellement de ta vie, faisant place à des relations plus saines et réciproques. Ton esprit devient plus clair, plus tranquille, car il n'est plus constamment envahi par les demandes et les besoins des autres. Tu as de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. Dans notre culture, il y a une glorification de l'agitation constante, du fait de toujours faire quelque chose, de la productivité sans pause. Et cela détruit notre santé mentale, notre capacité à penser clairement, notre créativité. Tu ne peux pas contrôler ton esprit si tu es constamment épuisé, si ton système nerveux est en mode survie tout le temps. Le repos n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose que tu gagnes après avoir assez travaillé. Le repos est une nécessité biologique. Il est fondamental pour le fonctionnement optimal de ton cerveau. Quand tu te reposes, quand ton esprit n'est pas activement concentré sur des tâches, c'est là que se fait la consolidation de la mémoire, l'intégration de l'apprentissage, la créativité, la résolution de problèmes. C'est quand ton cerveau traite tout ce qu'il a vécu. Mais, et c'est crucial, tous les repos ne se valent pas. Regarder la télévision pendant des heures ou scroller sur les réseaux sociaux n'est pas un vrai repos pour ton cerveau. Ton esprit continue d'être constamment stimulé par des informations, des images, des sons. Le vrai repos implique des activités qui calment ton système nerveux, qui te permettent d'être présente dans l'instant, qui ne demandent pas un traitement cognitif intense. Ça peut être une promenade dans la nature sans écouteurs, sans musique, juste toi et l'environnement. Ça peut être t'asseoir en silence avec une tasse de thé en regardant par la fenêtre. Ça peut être prendre un bain relaxant, faire quelque chose de créatif de tes mains, comme peindre, tricoter, cuisiner.
Cela peut être passer du temps de qualité avec des gens que tu aimes sans la distraction des appareils. Et tu dois aussi prioriser le sommeil. Le manque de sommeil a un impact dévastateur sur ta capacité à contrôler ton esprit. Quand tu es privé de sommeil, ton cortex préfrontal, cette partie du cerveau responsable de la pensée rationnelle et du contrôle des impulsions, fonctionne mal. Ton amygdale devient plus réactive. Elle est plus encline aux pensées négatives, aux réactions émotionnelles exagérées, aux décisions impulsives. La plupart des adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Ce n'est pas négociable si tu veux fonctionner à ton meilleur niveau. Et la qualité du sommeil est aussi importante que la quantité. Tu dois créer une routine de sommeil cohérente. Tu dois faire de ta chambre un sanctuaire pour le repos, frais, sombre, silencieux. Tu dois éviter les écrans au moins 1 heure avant de dormir, car la lumière bleue interfère avec la production de mélatonine. Quand tu priorises le repos conscient et le sommeil de qualité, tu verras des changements spectaculaires dans ta capacité à gérer le stress, à maintenir ta concentration, à prendre des décisions claires, à contrôler ton esprit. Ce n'est pas un signe de faiblesse de se reposer, c'est un signe de sagesse. Il y a une voix qui est avec toi tout le temps, du réveil au coucher, et même parfois dans tes rêves. C'est ta voix intérieure, ton dialogue interne. Et pour beaucoup de gens, cette voix est incroyablement dure, critique, négative. C'est une voix qui signale constamment les erreurs, qui anticipe le pire, qui te dit que tu n'es pas assez bien. Si tu avais un ami qui te parlait comme ta voix intérieure te parle, tu mettrais fin à cette amitié immédiatement. Tu ne tolérerais pas ce niveau de négativité et de critique de la part d'une autre personne, mais tu le tolères de toi-même jour après jour, au point que tu ne te rends même plus compte que ça arrive. C'est devenu ta bande-son mentale normale. Transformer ton dialogue intérieur est l'un des travaux les plus importants à faire. Commence par devenir consciente de cette voix. Pendant quelques jours, note simplement ce que tu te dis. Quand tu commets une erreur, que te dis-tu? Quand tu te regardes dans le miroir, quel commentaire fais-tu sur ton apparence? Quand tu affrontes un défi, que te dis-tu sur ta capacité à le gérer? Écris certains de ces commentaires, mets-les sur papier et demande-toi, sont-ils vrais? Sont-ils utiles? Parlerai-je ainsi à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, alors tu dois changer cette voix. Et oui, c'est possible de la changer, même si cela prend du temps et une pratique constante. Commence par interrompre les pensées négatives automatiques au moment où tu les remarques. Tu peux dire mentalement « stop » ou « ce n'est pas utile » ou « ce n'est pas vrai ». Ensuite, remplace-les consciemment par une pensée plus réaliste et bienveillante. Elle n'a pas besoin d'être excessivement positive ou fausse. Elle doit être vraie, mais compatissante. Par exemple, si ta pensée automatique est « je suis un désastre, je ne fais jamais rien de bien », interromps-la et remplace-la par « j'ai commis une erreur, comme tous les êtres humains, et je peux apprendre de cela ». Si ta pensée est « je suis moche », remplace-la par « mon corps est unique et me permet de faire les choses que j'aime ». Avec le temps, avec la répétition constante, ta voix intérieure commence à changer. Elle devient plus aimable, plus encourageante, plus réaliste. Et quand cela arrive, tout dans ta vie change, car cette voix influence comment tu te sens, les décisions que tu prends, les risques que tu oses prendre, comment tu te lies aux autres. Nous arrivons donc à la fin de ce voyage, mais j'espère que pour toi, ce n'est que le début. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental avant de partir. Tu n'es pas bloqué parce que tu manques de talent, de capacité ou de courage. Tu es bloqué parce que ton esprit a été en pilote automatique toute ta vie, répétant les mêmes schémas qui t'ont amené jusqu'ici. Mais maintenant, tu as les outils, tu as la connaissance, tu as la méthode pour changer cela. Contrôler ton esprit n'est pas quelque chose que tu réussis une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, un engagement que tu prends avec toi-même chaque matin quand tu te réveilles. C'est décider consciemment que tu vas diriger tes pensées, au lieu de laisser tes pensées te diriger. C'est observer tes émotions sans te laisser entraîner par elles.
C'est créer des limites qui protègent ton énergie. C'est te reposer quand tu en as besoin. C'est te parler avec gentillesse. C'est passer à l'action même si tu as peur. Certains jours, ce sera facile. Tu te sentiras puissante, en contrôle, avançant. D'autres jours, ce sera difficile. Ton esprit résistera, voudra revenir au connu, au vieux schéma. Mais ces jours difficiles sont les plus importants. Ce sont les jours où tu construis vraiment ta force mentale, où tu te prouves à toi-même que tu es capable de faire des choses difficiles, que tu n'abandonnes pas. Et souviens-toi de l'exercice de 90 secondes. La prochaine fois que tu ressentiras une émotion intense qui menace de te submerger, respire, nomme l'émotion et permets-lui de te traverser pendant ces 90 secondes sans créer d'histoire autour d'elle. Ce simple exercice peut changer ta relation avec tes émotions pour toujours. Ce que je veux surtout que tu retiennes de cette vidéo, c'est ceci. Tu mérites de vivre la vie que tu désires. Tu mérites d'avancer. Tu mérites de te sentir en paix avec ton esprit, non pas parce que tu es parfaite, non pas parce que tu fais tout bien, mais simplement parce que tu es un être humain précieux qui fait de son mieux. Et avec les bons outils, avec la pratique constante, avec la décision ferme de t'obliger à contrôler ton esprit chaque jour, tu peux créer la vie que tu veux. Le changement ne se produira pas du jour au lendemain, mais il se produira. Pas à pas, jour après jour, tu te verras transformer et un jour tu regarderas en arrière et tu seras surprise de voir à quel point tu es allé loin, à quel point tu as grandi, à quel point ta vie est différente. Si cette vidéo a résonné en toi, si tu sens que c'est quelque chose qui peut vraiment changer ta vie, je te demande s'il te plaît de mettre un j'aime. Cela aide non seulement la chaîne à grandir, mais c'est une façon de dire à ton cerveau que ce contenu est important pour toi, que cet engagement envers ta croissance est réel. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, car nous allons continuer d'approfondir ces sujets. Nous allons continuer de partager des outils pratiques qui peuvent transformer ta vie grâce aux neurosciences, à la psychologie, à la compassion. Et maintenant, je veux avoir de tes nouvelles. Raconte-moi dans les commentaires, est-ce que cela t'arrive dans ta vie quotidienne? Sens-tu que ton esprit te contrôle au lieu que tu le contrôles? Laquelle de toutes les outils que nous avons partagés aujourd'hui vas-tu commencer à mettre en œuvre en premier? Écris-le dans les commentaires parce que quand tu l'écris, quand tu le partages, tu prends un engagement public envers toi-même et cela augmente considérablement les chances que tu le fasses. Et si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message, quelqu'un qui se sent bloqué et qui a besoin d'entendre ça, partage cette vidéo avec cette personne. Cela pourrait être exactement ce qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui. Rappelle-toi, quand tu partages des connaissances qui peuvent aider les autres, tu contribues à un monde meilleur. Tu crées un effet domino de transformation positive. Merci d'être là. Merci de consacrer ce temps à ta croissance. Merci d'avoir le courage de vouloir changer ta vie. Je te vois dans la prochaine vidéo où nous poursuivrons ce voyage ensemble. En attendant, oblige-toi à contrôler ton esprit chaque jour. Ton futur toi t'en remerciera infiniment.